Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les fonctions et les formes de la monnaie. Dans les sociétés primitives, les échanges commerciaux passaient la plupart du temps par le troc. Dans le système du troc, ce sont les biens qui servent de monnaie. Ils permettent de réaliser des échanges et donc de se procurer d'autres biens. Par exemple, il est possible d'échanger des bananes contre des sardines. Cependant, ce système montre rapidement ses limites. En effet, il n'est pas toujours possible de trouver une personne qui détient le bien que l'on souhaite et qui est prête à l'échanger contre le bien dont on dispose. C'est ce que les économistes appellent le problème de la double coïncidence des besoins. Par ailleurs, s'il s'avère qu'on a trouvé une personne qui détient le bien que l'on souhaite et qui est prête à l'échanger contre notre bien, se pose le problème du rapport entre les biens. Par exemple, combien faut-il de sardines pour pouvoir acheter une banane? On voit que là encore se pose un problème de mesure de la valeur relative des biens entre eux. Ces deux problèmes font que le troc est un système d'échange compliqué, dans lequel les échanges ne sont pas toujours possibles. Et nous allons nous rendre compte que l'introduction de la monnaie a permis de rendre les échanges beaucoup plus faciles. En effet, nous verrons qu'avec la monnaie, il y a moins de rapports d'échange à connaître et il est plus facile de comparer la valeur de deux biens. Si on compare les systèmes qui utilisent la monnaie par rapport aux systèmes qui utilisent le troc, on s'aperçoit que la monnaie facilite les échanges. En effet, elle assure trois fonctions économiques. La monnaie est tout d'abord une unité de compte. Cela signifie qu'elle permet de mesurer et de comparer la valeur de deux biens. Elle ramène les multiples évaluations possibles d'un bien par rapport à d'autres biens à une seule évaluation en monnaie. Ainsi, la valeur de tous les biens est exprimée par rapport à la monnaie, et non plus par rapport à une multitude d'autres biens. La monnaie est également un instrument de paiement. En effet, elle est directement échangeable contre tous les autres biens. C'est donc un instrument de paiement qui permet d'acquérir n'importe quel bien ou service, y compris le travail humain. On dit qu'elle est un équivalent général. C'est en effet un instrument qui est admis partout et par tout le monde, en toutes circonstances. Enfin, la dernière fonction économique de la monnaie est la fonction de réserve de valeur. En effet, la monnaie présente la particularité de pouvoir être à la fois conservée et rester parfaitement liquide, c'est-à-dire qu'elle garde sa valeur et qu'elle est immédiatement utilisable pour l'échange de biens et de services. Si on récapitule, on voit donc que la monnaie a trois fonctions économiques: la fonction d'unité de compte, la fonction d'instrument de paiement et la fonction de réserve de valeur. Il faut rajouter que la monnaie a d'autres fonctions que les fonctions économiques. Elle a également une fonction politique et une fonction sociale. En effet, la monnaie est un élément de la souveraineté nationale. En effet, chaque pays a sa propre monnaie et peut être amené à créer de la monnaie. La monnaie est donc un moyen d'accroître l'appartenance des individus au pays. Elle est un symbole de l'unité nationale. On peut à cet égard évoquer l'importance de l'euro dans la zone euro, qui permet de créer une certaine identité européenne depuis son introduction en 1999. On peut également remarquer que la monnaie repose aussi sur la confiance que la société lui octroie. En effet, la monnaie n'a de valeur que parce que les individus estiment qu'elle en a. La monnaie repose donc sur un consensus social. Au cours du temps, la monnaie a connu différentes formes. Nous avons vu précédemment que le troc a été longtemps utilisé comme forme d'échange par les sociétés humaines, mais que très vite, les individus se sont rendus compte de la nécessité d'utiliser de la monnaie comme équivalent général des échanges. Alors, quelles sont les formes qui ont été prises par la monnaie au cours du temps? La monnaie est d'abord ce que l'on appelle une monnaie marchandise. Les sociétés primitives ont commencé à faire des échanges par le biais des marchandises qui servaient de monnaie. Par exemple, les coquillages étaient des biens qui étaient acceptés par tous, divisibles, et assez rares pour avoir une valeur importante et ne pas être obligés de transporter une trop grande quantité de marchandises.
Les coquillages sont donc un exemple de monnaie marchandise, mais il y en a eu d'autres. Le vin, par exemple, l'or a été utilisé comme monnaie marchandise. Progressivement, les sociétés se sont mis à utiliser de la monnaie métallique. La monnaie métallique est une monnaie dont la valeur est définie par rapport aux métaux qu'elle contient, ces métaux étant l'or ou l'argent. Cependant, très vite, s'est posée la question de se procurer ces métaux précieux comme l'or ou l'argent. Le fait de ne pas pouvoir accéder de manière aisée à ces métaux avait tendance à entraver les échanges marchands. On est alors passé à une troisième forme de monnaie qui s'appelle la monnaie fiduciaire. Cette monnaie est une monnaie sans valeur intrinsèque, c'est-à-dire que le billet ou la pièce de monnaie n'a aucune valeur en lui-même. La valeur de la monnaie fiduciaire ne repose que sur la confiance que les agents économiques ont dans la monnaie. On voit donc que les pièces de monnaie ou les billets d'euros que nous avons aujourd'hui constituent de la monnaie fiduciaire. Le terme fiduciaire vient du latin fiducia, qui signifie la confiance. On utilise cette monnaie car on a confiance dans le fait qu'elle nous permet d'acheter des biens et des services et qu'elle est acceptée par tous. Cependant, cette monnaie fiduciaire n'est pas la monnaie qui est principalement utilisée aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En effet, aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie qui circule est de la monnaie scripturale. La monnaie scripturale est, comme son nom l'indique, une monnaie d'écriture. Elle correspond donc aux sommes qui sont déposées sur les comptes courants ou sur les comptes chèques qui ont été ouverts par les particuliers ou les entreprises auprès des banques. La monnaie scripturale circule par le biais de moyens de paiement scripturaux que sont les chèques, les virements bancaires, les prélèvements et les cartes. Il faut savoir que la monnaie scripturale représente environ 80% de la masse monétaire totale. Elle peut être à tout moment transformée en pièces ou en billets de banque. La monnaie scripturale connaît un véritable essor depuis une trentaine d'années, et ce phénomène est lié aux interdictions de paiement de sommes importantes en liquide, ou encore à la création de moyens de paiement scripturaux comme le chèque ou la carte bancaire. On voit qu'aujourd'hui, le succès du commerce en ligne a tendance à accroître l'utilisation de cette monnaie scripturale. La masse monétaire est l'ensemble de la monnaie en circulation dans l'économie. Elle a trois composantes qui sont imbriquées les unes dans les autres. La première composante, M1, ou monnaie, est composée des pièces et des billets et des comptes courants. C'est la monnaie la plus facilement mobilisable pour pouvoir consommer des biens et des services. Pour obtenir la composante M2, il faut ajouter aux pièces et billets et aux comptes courants les comptes surlivrés et les dépôts réalisés par les ménages. La composante M3, elle, renvoie à l'épargne des entreprises et aux produits financiers dont elles disposent. Nous verrons dans une prochaine vidéo que cette masse monétaire a tendance à varier dans le temps, notamment sous l'effet de l'action d'un acteur majeur du système bancaire qui est la Banque centrale.